39. Les sources du droit. Les sources du droit. 39. Grand E. La hiérarchie des droits. Grand A. La Constitution. Au premier rang de la hiérarchie des droits nationaux, on trouve la Constitution écrite en 1958 et son préambule qui en rappelle les grands principes. Petit a, le rôle de la Constitution. Elle instaure des textes qui permettent de régir les décrets et les lois. En effet, toutes les lois promulguées doivent être conformes à la Constitution. Il est possible de faire vérifier la constitutionnalité de tout texte de loi, comme nous le verrons plus en avant dans ce chapitre entre autres. Petit b, la Constitution et les droits internationaux. La Constitution peut être modifiée pour faire apparaître les droits européens. Exemple, accord de Schengen. Pour cela, sont mis en place des révisions ponctuelles de la Constitution. Ces révisions ont lieu devant le Sénat et l'Assemblée nationale, réunis pour un congrès extraordinaire qui siège à Versailles. Grand B, les textes internationaux et les droits communautaires. Les droits communautaires ont une valeur supérieure à la Constitution. On distingue deux types de textes internationaux. Petit a, les textes à effet direct. Ce sont les règlements communautaires qui sont intégrés à la Constitution nationale. Tout citoyen européen peut les faire valoir devant la justice nationale. Petit b, les textes sont effets directs. Grand B, les textes internationaux et les droits communautaires. Les droits communautaires ont une valeur supérieure à la Constitution. On distingue deux types de textes internationaux. Petit a, les textes à effet direct. Ce sont les règlements communautaires qui sont intégrés à la Constitution nationale. Tous les citoyens européens peuvent faire valoir devant la justice nationale ces droits. Petit b, les textes sans effet direct. Ce sont le plus souvent ce que l'on nomme des directives européennes, c'est-à-dire des instructions données aux États membres de la Communauté européenne et qui doivent être retranscrits au sein des droits nationaux. Note que les textes internationaux ne possèdent pas de caractère impératif, ce domaine étant réservé aux lois nationales. Grand C, la loi. Grand D, les décrets. Il existe deux types de décrets. Les décrets autonomes et les décrets d'application. Grand E, les arrêtés et les circulaires. Grand 2, distinction entre la loi et le règlement. Rappel, la Constitution de 1958 prévoit la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et juridiques. Elle définit également le domaine des lois du domaine des décrets, articles 34 et 37 de la Constitution. Grand A, compétence totale de la loi, article 34 de la Constitution. La compétence totale de la loi concerne les sujets importants qui garantissent les libertés publiques et individuelles. Exemple, les questions de liberté, de capacité des personnes, pour le droit pénal, pour les impôts ou encore pour le régime électoral. Grand B, domaine de compétence partielle de la loi, article 37 de la Constitution. Ce sont par exemple la défense nationale, l'enseignement, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale,
la sécurité civile. Ces domaines ne sont pas entièrement sous les compétences des lois. Article 37 définit ainsi ce qui est de l'ordre des décrets, et donc ces domaines pourront être régis soit par des lois, soit par des décrets. Grand C, distinction projet de loi et proposition de loi. Petit a, les projets de loi. Les projets de loi sont émis par le gouvernement et soumis aux législateurs, Assemblée nationale et Sénat. Petit b, les propositions de loi. Les propositions de loi émanent des députés ou groupes de députés. Ils sont soumis eux aussi aux législateurs. Remarque, les projets de loi ont le plus souvent plus de chances d'être acceptés et d'aboutir à leur promulgation que les propositions de loi. Petit c, le travail parlementaire. Le travail parlementaire consiste à réfléchir sur les lois proposées soit par le gouvernement, soit par les députés. Différents groupes de parlementaires se réunissent donc et travaillent à l'élaboration de ces lois. C'est également à ce moment qu'ils peuvent recevoir des intervenants extérieurs spécialisés dans les domaines sur lesquels ils essayent de légiférer. Grand D, le vote de la loi. La loi est votée par l'Assemblée dans un premier temps, puis par le Sénat. Enfin, les deux parlements existent, un système de navette. Les lois sont votées après les débats menés par les deux assemblées et les batailles d'amendements. À l'issue du débat à l'Assemblée nationale, la loi est votée en première lecture, puis est présentée au Sénat. Pour que le texte de loi puisse être adopté, il faut qu'elle soit votée dans les mêmes termes dans les deux assemblées. Grand E, le rôle de la constitutionnalité des lois. Il existe une possibilité pour 60 députés ou 60 sénateurs de demander à vérifier la constitutionnalité de la loi qui a été adoptée. Cette vérification est réalisée par le Conseil constitutionnel. Elle peut aussi être demandée par le président de la République. Le Conseil constitutionnel vérifie si la loi est en tout point conforme à la Constitution. Si certains textes adoptés par les deux assemblées présentent des points non conformes à la Constitution, alors la loi ne s'applique pas en totalité. Il y a obligation pour les législateurs ou le gouvernement de rédiger un nouveau texte conforme à la Constitution, qui prend en compte les remarques faites par le Conseil d'État. Grand F, le règlement. Il correspond à l'ensemble des décisions prises par le pouvoir exécutif. Petit a, les décrets. Grand 1, la forme des décrets. Les décrets simples, textes qui émanent d'un ministère. Les décrets en Conseil des ministres. Les décrets en Conseil d'État, exemple, le Code de déontologie médicale, entre autres. 2. L'objet des décrets. Le décret autonome, textes qui se suffisent à eux-mêmes. Il s'intéresse à des questions où il est possible de faire d'un règlement sous forme de décret, c'est-à-dire ce que prévu par l'article 37 de la Constitution. Il intègre dans les lois, mais le s'en réfère pas. Ils doivent être conformes aux lois et à la Constitution. Les décrets d'application. La loi, lorsqu'elle est écrite, laisse de la place pour la mise en application de décrets. Elle peut d'ailleurs s'en référer et parfois même si le décret et la loi sont écrites en même temps.
Une même loi peut avoir différents décrets d'application qui agissent sur différents domaines. Une loi qui ne possède pas de décret ne peut s'appliquer. 3. La vérification de la constitutionnalité de décrets. La vérification de la constitutionnalité des décrets indifférents de celle des lois. Il n'existe en effet aucun contrôle de légalité, mais un recours en annulation pour excès de pouvoir, CE, dans les 2 mois qui suivent la parution du décret peut être possible. Ce contrôle du décret obtenu après un Conseil d'État, tout particulièrement ayant un intérêt à faire à disparaître le décret pour mieux saisir le Conseil d'État. Si celui-ci est reconnu comme ayant raison, alors le décret ne peut plus être appliqué. Cette manœuvre peut entraîner un retard à l'application de la loi. Enfin, il existe une deuxième possibilité de recours, en annulation, pour excès de pouvoir après dépassement de la période de 2 mois de parution du décret. La demande se fait également auprès du Conseil d'État qui réalise alors la même analyse. Soit il accepte, soit il refuse. Si le citoyen ayant fait la demande auprès du Conseil d'État est reconnu comme ayant raison le décret, alors s'applique plus pour lui. C'est ce que l'on nomme l'exception des légalités. Cette exception des légalités est à l'origine de la création de la jurisprudence. Petit b, les arrêtés. On distingue différents types d'arrêtés qui se mettent en place à différents niveaux. Les arrêtés ministériels ou interministériels. Ces textes peuvent être en conformité avec la loi et les décrets. Ils émanent du pouvoir exécutif et peuvent être contestés pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs. Les arrêtés préfectoraux. Exemple, hospitalisation d'une personne dans un hôpital psychiatrique sans son consentement. De la même manière, ils peuvent être contestés auprès des tribunaux administratifs. Les arrêtés municipaux. Ces arrêtés municipaux concernent assez rarement les questions de santé, surtout les questions de voirie, et peuvent être également contestés devant les tribunaux administratifs. Petit c, les circulaires. Ce sont des instructions données à des fonctionnaires pour qu'ils puissent mettre en œuvre les mesures adéquates pour régler certains problèmes. G, grand G, conditions d'application de la loi. La loi entre en vigueur dès sa promulgation. Elle doit être signée et promulguée dans les 15 jours suivant sa promulgation. Elle est signée par le président de la République. Le président de la République a la possibilité de s'opposer à une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale et le Sénat. La seule possibilité dont il dispose est de demander au Conseil constitutionnel si cette loi votée est conforme à la Constitution. Une fois la loi signée, elle paraît au journal officiel. Le bulletin officiel, quant à eux, regroupe l'ensemble des arrêtés et des décrets ainsi que les circulaires émises par les différents ministères. L'application de la loi a lieu le surlendemain à 0h00 qui suit sa promulgation. Grand H, principe de non-rétroactivité de la loi. Aucune loi ne peut être appliquée a posteriori. On peut se prévaloir de lois apparues après les événements ou faits qui se sont rapprochés. Ce principe ne s'applique obligatoirement, sauf dans 2 cas précis. Dans le cas des lois qui prévoient une durée de la postériorité, exemple, l'amiante. En matière pénale, on doit utiliser la loi
la plus douce. Donc si la nouvelle loi est moins sévère que la loi qui prévaloir au moment des faits, c'est elle qui s'applique. La loi la plus douce. Grand I, application de la loi dans l'espace. Les lois s'appliquent sur l'ensemble du territoire national, dom-tom compris. Cependant, observons les dispositions spécifiques concernant les dom-tom. Grand J, abrogation de la loi. La loi s'applique de sa promulgation jusqu'à son abrogation. On distingue deux types d'abrogation. La loi s'applique de sa promulgation jusqu'à son abrogation. On distingue donc deux types d'abrogation. Abrogation expresse, où il est clairement écrit dans une nouvelle loi que la disposition ancienne ne s'applique plus. L'abrogation d'une loi dans laquelle un texte de renouvellement écrit prend des dispositions contraires à l'ancienne loi. Dans ce cas, la loi la plus ancienne ne s'applique plus. Attention réveillée que la hiérarchie du droit soit conservée. Pour les lois audit de « pour un temps donné », la loi alors s'applique sur une période fixée dès sa promulgation. Exemple, la loi de bioéthique qui date de 1994 et qui avait initialement une durée prévue pour 5 ans. Grand K, le droit jurisprudentiel. Alors, le droit jurisprudentiel ou la jurisprudence est l'œuvre de l'application de la loi dans les différentes juridictions. On passe alors qu'une règle abstraite à une application détaillée. Le droit pénal est peu jurisprudentiel. Les droits administratifs et internationaux le sont davantage. Enfin, grand 3, les autres sources du droit. Grand A, la doctrine. Grand B, la coutume. Grand A, la doctrine. C'est une méthode d'interprétation généralisée par le personnel qui réfléchit sur le droit, le plus souvent dans des universités de droit. Il existe deux méthodes ou deux façons d'interpréter la loi. Méthode exégétique, méthode qui s'intéresse au mot MOTS avant tout autre mot MOTS. Elle revient à une application stricte du droit. Et la méthode scientifique, elle recherche ce que vous voudrez dire, notamment par le législateur, au moment de la promulgation de la loi. Il y a alors un retour sur les débats parlementaires. Grand B, la coutume, comportement habituel, rendu obligatoire par l'opinion. C'est une règle non écrite, un pacte. Elle s'intéresse à des pratiques juridiques particulières. Exemple, le passé, un pays et un confrère, entre autres.